Merci, monsieur. Oui, non, mais je sais que je suis toujours condamné à rattraper le temps perdu. De toute façon, à cette heure-ci, j'imagine que tout le monde est un peu fatigué. Non. Alors, comme je l'ai dit, donc, mesdames, messieurs, comme vient de préciser, géopolitologue, journaliste, essayiste, c'est un privilège et une grande difficulté d'être, non pas journaliste, mais je dirais plutôt, j'utiliserais l'ancien terme de publiciste, c'est-à-dire de celui qui rend public. C'est un privilège et une difficulté que de ne pas parler en fonction d'intérêts précis, de ne pas avoir un discours militant, d'essayer d'avoir une recherche, non pas de vérité, même si, comme l'a dit Saint Jean, la vérité nous rendra libres, et seule la vérité peut nous rendre libres. Mais d'avoir, en tant que publiciste et intellectuel, une certaine exigence de recherche, je ne dis pas d'objectivité, mais de recherche d'objectivité. Alors mon propos sera beaucoup moins structuré, beaucoup moins technique que tous ceux que nous avons entendus précédemment, de façon brillante d'ailleurs, puisque tout a été dit, ou presque. Je note à propos de la dernière intervenante, Madame Davarpana, qu'elle est sans doute assez représentative de ces nouvelles générations de la République produit en fait de la République islamique d'Iran, sachant qu'il y a au moins 20% de la population qui est encore, et pas seulement dans les zones rurales, qui est strictement religieuse, mais que la société évolue. Cette jeune femme d'ailleurs avait l'air d'appartenir à la première catégorie que j'ai citée, et je voudrais rappeler que dès lors qu'elle parle d'un nouvel ordre civilisationnel, elle est en droit de le faire, nouvel ordre civilisationnel qui viendrait peut-être en remplacement de ce que nous avons entendu dans les années 90, c'est-à-dire parler d'un nouvel ordre mondial. Et moi, le nouvel ordre civilisationnel me conviendrait assez. Alors, je rappelle que 60% des diplômés de l'enseignement supérieur en Iran sont des jeunes femmes, et que l'Iran produit actuellement 130 000 ingénieurs, donc hommes et femmes, autant que l'Allemagne et la France réunies. Ce n'est peut-être pas tout à fait le pays comme on nous décrit, un pays de terrorisme barbare et aveugle. Je pense que c'est des considérations qu'on doit introduire, des paramètres que nous devons introduire dans nos raisonnements et dans notre perception aussi des choses. Alors, d'ailleurs, à ce propos, je veux me situer à la jonction de l'intervention de mon ami Thierry Garcin. Je dis mon ami parce que nous nous connaissons depuis au moins 40 ans, non, au moins 30 ans déjà, du professeur Ekovic, qui nous a parlé à juste titre du brouillard de la guerre. Brouillard de la guerre. Bon, la politique incidente, la politique poursuivie par les États-Unis, par cette île-monde qui irait de l'Écosse au Japon, et au fond une politique qui est née au XVIIe siècle avec une théorie économique qui s'appelle le mercantilisme. La libre entreprise, c'est plus les physiocrates français qui eux-mêmes s'inspiraient quand même des économistes et théoriciens anglais. Alors, ce brouillard de la guerre, il faut faire très attention. Dès lors que moi-même, dans cette recherche d'objectivité, j'essaye de ne pas me payer de mots, et il faut attribuer à chaque chose sa valeur réelle. Les détails comptent, la rigueur aussi. On a parlé tout à l'heure de drones qui seraient arrivés en Turquie, oui, sans doute en direction ou sur la base américaine d'Incirlik, mais la chose n'est pas acquise. Je l'ai vu passer comme vous. J'essaye de vérifier. Brouillard de la guerre, a dit monsieur le professeur Ekovic. Nous sommes en plein brouillard. Même chose pour alors là, c'est plus important, et je m'adresse peut-être à monsieur Tassiopoulos pour Chypre. Chypre, il y a effectivement des drones. Là aussi, le doute existe, qui sont allés sur la base du Royaume-Uni à Chypre.
Mais Chypre, dans ce cas-là, ces bases ne sont pas l'Europe, n'ont rien à voir avec l'Europe. Ce sont des bases en extraterritorialité. Donc elles sont strictement britanniques. Donc quand les journalistes nous disent l'Europe a été attaquée, l'Union européenne, ils se moquent de nous. Alors, bon, ils se moquent de nous, mais encore une fois, la rigueur est utile, elle est opportune pour essayer d'avoir des politiques rationnelles, de ne pas tomber dans les exagérations ou dans la versatilité un peu de M. Trump, qui est, comme on dit, le mot qui lui convient, c'est erratique, un jour blanc, le lendemain matin noir, enfin le matin blanc et le soir noir. Je prends d'ailleurs, la presse ne s'en est pas fait écho, et je n'ai pas eu l'occasion de vérifier moi-même, mais apparemment sur son blog Truth Social, vérité sociale, je ne sais pas comment on peut traduire, réseau social, il leur a dit qu'il était prêt à réouvrir à lever son blocus. Il était prêt. Alors je l'ai vu, j'ai vu l'information hier, mais je ne l'ai vu nulle part dans la bouche d'aucun des grands commentateurs et spécialistes, soi-disant, en tout cas prétendument spécialistes, que l'on voit passer dans les grands médias. Ça serait tout à fait possible, parce que là, je m'adresse à Thierry Garcin, parce qu'il a touché chez moi une corde sensible en parlant du droit. Le blocus serait en fait relèverait de la piraterie. C'est un acte de guerre. C'est un acte de guerre. Piraterie, c'est une guerre illégale en plus. Voilà, une guerre illégale. Donc quand j'utilise le mot de piraterie, alors sachant, et là c'est pour nous tous, que ni les États-Unis ni l'Iran n'ont ratifié les accords sur le droit de la mer. Les États-Unis reconnaissent le droit coutumier, parce que le droit coutumier, c'est la base même du droit. Quand on parle de la guerre, il y a un droit et des coutumes de guerre, qu'il vaut mieux en général respecter. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce droit de la mer est instable. J'oserais dire que le droit international est la chose la plus utile du monde. Mais qu'est-ce que le droit international? C'est une sorte de vernis qu'on a répandu, on a un glaçage, une glaçure qu'on a mis sur des relations qui sont par nature fondamentalement constituelles. Puisqu'on parlait de la Grèce, je crois que c'est Héraclite, non seulement il a dit Pantarei, tout coule, le fleuve du vivant et du cosmos nous entraîne, mais il a dit aussi notre mère, enfin il faut dire notre père c'est la guerre, il faudrait dire notre père c'est le conflit. Oui, le conflit fait partie intrinsèque de la nature cosmique des choses et de la nature humaine. Ceux qui veulent éradiquer la guerre, tant mieux pour eux, bonne chance. Donc la seule solution, c'est de réglementer la guerre, de lui donner des limites. Le problème, vous remarquerez, le problème de la société moderne, c'est que les limites ont été subverties absolument partout. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de sexe. On est trans ceci, trans machin, trans cela. Non mais c'est vrai. On est les deux, à la fois. C'est ça la liberté, cher monsieur. Non mais les limites ont disparu absolument partout. Entre le laid et le beau, le haut, le bas, le vrai et le faux, on est dans un monde strictement crépusculaire. Et je vous renvoie à Goya qui disait que le crépuscule de la pensée engendre des monstres. Goya est un auteur recommandable, enfin un peintre. Donc ce droit, cher ami Garcin, international a été, je ne parle pas de l'entre-deux-guerres, on disait que les traités, on ne disait pas du droit, les traités sont des chiffrons de papier. Mais on a actualisé la chose en le bafouant, ou en le transgressant, comme vous verrez, en permanence. L'un des plus beaux exemples, c'est la guerre dite du Kosovo, 1999. Pas de mandat du Conseil de sécurité, encore moins de l'Assemblée générale.
Pas de mandat. Monsieur Jospin, dont on vient de saluer le décès, je ne sais pas s'il faut lui rendre hommage, un hommage aussi appuyé que celui qui l'a été. Monsieur Jospin a engagé la France dans la guerre sans même consulter le Parlement. Et quand on lui a posé la question, j'en suis témoin, il a dit je tiendrai, avez-vous consulté? Revers d'un balayage d'un revers de main, je le consulterai, le Parlement sera tenu au courant d'heure en heure, enfin bon. Bref, ça en dit long quand même sur le respect de la légalité. On a bien compris que la légalité, c'est un droit appliqué effectivement par celui qui a la position dominante, et les autres acceptent les règles, des règles qui d'ailleurs peuvent changer facilement en cours de route. Donc, le droit, le règne du droit, malheureusement, est en train de devenir ce qu'il n'aurait jamais dû être, c'est-à-dire une fiction, un décor à la Potemkine. Et c'est une légitimité, puisqu'on a parlé de légitimité, qui est imposée aux autres. Je rappelle aussi, les États-Unis ont inventé cette chose extraordinaire qui est l'universalité de leurs droits, qui permet, vous avez une pièce ronde comme ça dans un avion, d'empêcher l'avion de décoller. Ben oui, les Qataris, les Omanais, tout le monde vient de découvrir que leurs avions ne leur appartenaient pas, ne servaient pas, et que les Allemands aussi. Tout le monde s'est doté de F-16, de F-35, de F-machin, de F-truc, mais personne ne peut se servir de leurs appareils sans l'aval express des États-Unis. Donc merci pour l'universalité du droit, ce qui a permis d'ailleurs de faire des procès en cascade au moment de l'affaire pétrole contre nourriture en France, contre des gens qui avaient transgressé, non pas la loi française, mais la loi américaine. Mon propos, monsieur le professeur Yakovitch, n'a rien d'entier américain. Hein. D'accord. Non, mais je vous vois, vous avez l'air consterné, mais... Non, je veux dire, les plus fortes américaines sont toujours les américaines. Hein. Non, c'est mon tous le peuple américain, ça tombe sous le sens. Attention, même quand je réfléchis. Et nous ne sommes pas des sectateurs de la molacratie, par ailleurs. Alors, que dire aujourd'hui que puis-je vous dire, si ce n'est que, très intéressante, on a évoqué la fermeture éventuelle de Bab el-Mandeb. C'est difficile. Les outils, je pense, auront du mal à y parvenir. Mais ils peuvent contrarier la circulation, comme ils l'ont déjà fait, à maintes reprises. Eh bien, je voudrais faire puisque le professeur Yakovitch, vous voyez, je m'adresse à lui, est un historien, faire un rappel, non pas pour faire une analogie stricte, mais pour susciter une réflexion de notre part. Au début du siècle, nous avons eu une bataille extrêmement célèbre, sans doute la plus grande bataille navale du XXe siècle, à part la bataille du Jutland, qui était la bataille de Tsushima. Pour la première fois, un État périphérique, l'Empire nippon, je dis périphérique, il n'appartenait pas et asiatique, mais quand je dis périphérique, c'est ce que ça veut dire, c'est n'appartenant pas aux puissances, au groupe des puissances occidentales, des puissances dominantes et des empires. Empire britannique, empire français, empire hollandais, empire portugais, parce qu'il ne faut jamais les oublier, c'était de vrais empires. Les Africains le savent. À leur dépens. Pardon ? À leur dépens. Et empire japonais. Mais l'Empire japonais, je veux dire, ne faisait pas partie du groupe occidental. Ils ont gagné des Et alors, le Japon a financé 500 millions de dollars or, je crois, a été financé par Manhattan, enfin, ou Wall Street, comme vous voulez, par
la banque Kuhn, voilà. Parce que c'est là où se trouve l'argent. C'est là où se trouve l'argent. Et puis il y avait de la part du banquier Schiff, qui était un homme très puissant, il y avait aussi la volonté de détruire ou d'abattre l'empire tsariste. C'est clair, c'est avoué, même Wikipédia le dit. Alors si Wikipédia le dit. Et donc, il y a eu l'aide américaine qui est venue pour, au fond, l'Empire nippon a peut-être joué à ce moment-là, l'Empire du Soleil Levant, pardon, a peut-être joué le rôle qu'aujourd'hui joue Israël, peut-être, d'une certaine façon. Et il faut savoir qu'on est dans le contexte de la révolution russe. La vraie révolution, c'est 1905. Hein, celle qui voit émerger Trotsky avec le marchand d'armes Parvus, qui est l'associé de Basil Zaharov, Parvus qui invente la vraie notion de révolution permanente. C'est lui qui fabrique littéralement Trotsky. La révolution échouera, elle repartira avec le coup d'État, j'ai dit coup d'État, hein, toute force, je n'ai pas dit révolution, le coup d'État d'octobre 1917, mais à ce moment-là, le monde tremble sur ses bases. Alors quand Madame Davar-Pana parle bien aujourd'hui de moments de bascule, de moments civilisationnels, vous allez voir, je vais poursuivre quand même ma comparaison avec Tsushima, ça peut paraître très lointain, mais maintenant il y a eu plusieurs allusions qui ont été faites ici à propos du détroit de Formose. Et tout, il n'y aura peut-être sans doute pas de bataille navale entre les États-Unis dans le détroit de Formose, c'est Taïwan, hein, le détroit de Formose. Mais moi je dis Formose. Voilà, c'est son nom d'ailleurs, le détroit de Formose. Il n'y aura pas de bataille navale, mais nous en sommes, comme selon l'expression de 1905, dans une guerre des détroits. Nous sommes dans une guerre des détroits. On sait très bien que la puissance américaine n'est pas une puissance terrestre, c'est une puissance de la domination aérienne, mais surtout, encore plus, une puissance de la domination navale, maritime. La maîtrise, c'est Spike, vous avez signé Spike. C'est Spike qui avait théorisé la maîtrise des mers. Réfléchissons un peu. Si on se réfère à cette guerre des détroits, la guerre des détroits, elle ne s'est pas arrêtée, elle a commencé avec Tsushima, mais elle s'est poursuivie avec la guerre des Dardanelles, avec l'aventure de Gallipoli, qui a vu 250 000 alliés, donc 10 000 Français, périr. Des Australiens, des Néo-Zélandais, donc des Britanniques et des Français. Churchill y était, et il y avait, je crois, pour la France, le général Gouraud. Et en face, Mustafa Kemal a commencé à faire ses premières armes et à se faire un nom. Enfin bon, ce pourquoi d'ailleurs, peut-être au Pentagone, mais je pense que c'est certainement le cas, un certain nombre de gens avertis, parce qu'il y a des gens extrêmement cultivés, notamment à la CIA, et ceux-là on ne les écoute pas, hein, l'information ne remonte jamais, ont averti qu'on pourrait avoir un nouveau Gallipoli s'il y avait un débarquement de forces terrestres pour sécuriser le golfe d'Ormuz, enfin le détroit d'Ormuz. Et le golfe de Mans et le reste. Tout à l'heure, on a bien mentionné, c'est Madame qui a mentionné le caractère escarpé, abrupt des côtes. C'est pas dit. On a dit, j'ai entendu le chiffre, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux chiffres. J'ai entendu 100 000 hommes, mais les Américains ne disposent pas de 100 000 hommes. Il y a peut-être 100 000 personnels, mais il y a 20 000 personnels combattants. Or, il en faudrait 10 fois plus pour sécuriser 100 ou 150 km de côte aux alentours d'Ormuz. Je ne suis pas spécialiste de la chose militaire. Hein. Le général est là. Pardon ? Le général Berger est là.
très bien. Enfin, si je dis une bêtise, vous me le dites. Hein. Je dirais peut-être. Merci. Ils ont fait machine arrière. Il n'y a pas eu pour l'instant d'opération terrestre dans le détroit d'Ormuz. Je ne pense pas qu'il y en ait une pour Bab el-Mandeb, la porte el-Mandeb, mais la porte de la mer Rouge. Mais le risque, ou plutôt la tentation, est toujours là. Donc aujourd'hui, la parole qui est une parole plutôt la perspective, qui est une perspective vraiment d'espoir, c'est que contrairement à ce qui a été dit le 12 avril dernier, les négociations ne sont pas terminées. Non seulement ne sont pas terminées, mais elles n'ont jamais été interrompues. Elles devraient repartir cette semaine en Europe, peut-être à Vienne, peut-être à Genève. Et le président Rastebine m'a fait remarquer aussi tout à l'heure, à juste titre, en fait, les Américains, de ce point de vue-là, même s'ils passent leur temps à exagérer et à se vanter, ont gagné puisque l'ancienne équipe n'est plus au pouvoir. Et que maintenant, ce sont obligatoirement des hommes nouveaux qui sont appelés à négocier. Donc il y avait une autre vague. Vous savez que les négociations sont absolument ridicules, parce que le nucléaire n'a jamais été en cause véritablement, jamais. En 2012, j'ai écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle La destruction nécessaire de l'Iran, en 2012. Il vient de reparaître, il a été réactualisé, vous trouvez ça aux élections d'Eternal. Donc vous voyez, ça fait longtemps que je me penche sur la question. Et donc, en 2012, le Mossad disait bien, mais les Iraniens peuvent avoir le nucléaire, on s'en fiche, ils s'en serviront pas, de toute façon, tout le monde le sait. Tulsi Gabbard, quand elle arrive aux affaires, en chapeautant, en coiffant les 18 grands services fédéraux de renseignement, dit mais il n'y a aucun risque nucléaire du côté iran. Alors Trump lui avait à ce moment-là demandé de mettre un bémol. Plus récemment, il y a eu la démission fracassante, c'était de Kent, c'est ça? Oui, c'est ça. Le directeur qui a dit, je ne vais pas dire tout ce qu'il a dit, mais qui a dit, mais non, il n'y a pas de danger nucléaire, on le sait, même l'AIEA l'a dit. Pour la guerre des 12 jours, on a réinterprété, mésinterprété, tortillé un rapport de l'AIEA pour lui faire dire, grâce à Palantir, qu'il y avait un risque d'armes nucléaires. Tout ça est absurde. Mais en attendant, les Iraniens ont développé une capacité balistique, et ça les Israéliens le savaient parfaitement, et depuis longtemps, une capacité balistique qui les inquiétait, parce que c'était une dissuasion conventionnelle. Donc, comme vous pourrez le lire dans le petit propos qui a été publié par l'Académie, la guerre n'a pas changé de nature, elle est toujours dans la guerre héraclitéenne, mais elle n'a pas changé de nature, mais elle a changé de visage. Et là, nous sommes entrés dans un monde tout à fait nouveau. C'est pas seulement les drones, c'est pas seulement le laboratoire ukrainien, les drones, mais c'est surtout la guerre de l'intelligence artificielle, qui calcule les trajectoires, qui les corrige, qui les indécible, qui réagit au millionième de seconde. Là, nous sommes dans véritablement une autre dimension. Donc on change, il va falloir changer aussi notre façon de voir, que la force brute, le marteau pilon pour écraser une mouche. J'ai pas dit que l'Iran était une mouche. Hein. Le marteau pilon n'est pas forcément la meilleure des bonnes solutions que la politique de la canonnière à la façon de l'amiral Perry qui force les portes d'Endo, Kyoto. Donc le futur Tokyo au milieu du 19e siècle. La politique de la canonnière n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Qu'il faut d'urgence. Alors je terminerai quand même en retour sur l'Europe. Oui, je savais que le porte-avions Ford était allé faire boucher ses chiottes. C'est de ça dont il s'agit. Oui, en Crète, mais j'ignorais qu'il y avait une base, je ne sais pas quel est le statut de cette base. Mais si on associe, on fait l'analogie avec les bases
américaine du Golfe, eh bien, la Crète et donc la Grèce est de facto co-belligérante. Ben oui. Bon, il n'y a pas eu de bombardement de la Crète, mais elle est co-belligérante. J'ai dit déboucher ces toilettes parce que c'est un système assez complexe et on a parlé à l'époque de mutinerie silencieuse, en disant que c'était les matelots eux-mêmes qui avaient bouché les toilettes. Vous voyez, je vous apporte une information que vous n'aviez pas, pour justement, parce qu'ils en avaient marre d'être en mer, parce qu'ils ne voulaient pas participer à la guerre, toutes sortes de choses. Ça fait un peu penser à la suite de Tsushima. Il y a eu des mutineries partout, où la flotte a été quasiment détruite, hein, la flotte tsariste, de l'Empire tsariste. Il y a eu des mutineries un peu partout, et il y a eu la fameuse mutinerie du Potemkin, qui 20 ans après a été illustrée par le réalisateur Eisenstein, et qui a créé le mythe aussi, tout de la prise du palais d'hiver, tout ça c'est mythique, ça n'a jamais... la mutinerie du Potemkin est authentique, mais la prise du palais d'hiver c'est purement fictionnel. Voilà, donc il faudrait quand même prendre garde. Alors, juste... Pardon ? La conclusion, c'est Oui, je suis patienté tout l'après-midi, je termine. Et en un mot, quand même, on a bien dit que sur le rôle de la Grèce, de la Crète, que les Français sont à Abu Dhabi, les Anglais sont à Qatar, sont les avions Typhoon qui démarrent, les Rafales protègent Israël, depuis la Jordanie aussi. Alors nous ne sommes pas vraiment co-belligérants, mais ça commence à y ressembler très fort. Donc lorsque M. Merz est allé, le chancelier Merz est allé voir M. Trump, M. Trump n'a pas simplement crachoté un peu sur l'Espagne, mais il a aussi engueulé Merz. Hein, il engueule tout le monde d'ailleurs. Donc l'Europe, il faut s'en féliciter, prend quelques distances avec un conflit qui a dépassé très largement les mesures et qui aujourd'hui effectivement a un caractère global, c'est-à-dire nous ne sommes pas entrés, nous n'y entrerons certainement pas, je l'espère, dans une troisième guerre mondiale, comme Tsushima en avait été l'un des préambules. Merci beaucoup.